Nous avons une bonne connaissance de nous-mêmes, mieux nous sommes armés pour faire face aux crises et aux défis que la vie place sur notre route. Et plus nous nous comprenons en profondeur, moins le changement nous effraie. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Greg Braden. Comment ça va, Greg? Alex, je suis vraiment en pleine forme et tellement heureux d'être ici avec toi aujourd'hui. Cette rencontre est totalement improvisée. On n'a aucune idée de la direction que cela va prendre et c'est précisément ce qui rend la chose si palpitante. En réalité, on n'est pas très éloignés l'un de l'autre. Je suis en train de te parler depuis un studio situé non loin de Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique. Oui, c'est vrai, je me trouve juste au nord de ta position, ici, au Texas. Je suis heureux d'être avec toi aujourd'hui et vraiment content de me joindre à ta communauté. Alors merci pour cette opportunité, pour établir un petit lien avec ce programme. Je t'apprécie, mon ami. Oui, je suis allé à Santa Fe de nombreuses fois. C'est magnifique, une énergie spirituelle merveilleuse. Il y a là-bas une énergie indescriptible. Tu le sais? Eh bien, le Nouveau-Mexique est vraiment intéressant. C'est un très grand État et il est l'un des moins densément peuplés de toute la nation. Sa population totale atteint 1,5 million d'habitants. Parmi eux, 1 million résident dans une seule et même ville, Albuquerque. Cela signifie qu'il y a seulement 500 000 personnes réparties sur l'ensemble du reste de l'État. Santa Fe, Taos, Las Cruces, ainsi que d'autres communautés. Et honnêtement, plus vous vous dirigez vers le nord, plus la beauté s'intensifie. C'est ce que l'on nomme un désert d'altitude, donc c'est magnifique. De nombreux mystères enveloppent les traditions des peuples indigènes. Depuis Albuquerque jusqu'à la limite du Colorado, ainsi je suis heureux d'être présent ici. Oui, exact. Je connais votre travail depuis longtemps. Je vous suis et étudie vos réalisations depuis des années, car vous êtes un modèle impressionnant pour moi. Vous êtes vu comme une de ces rares personnalités ayant réussi à lier le potentiel humain et la science, ainsi que la spiritualité. C'est un mélange peu courant. Comment avez-vous débuté votre parcours pour réaliser cette combinaison? Certains disent que ce sont des opposés, mais en vérité, comme nous le savons, elles sont toutes interconnectées. Et ouais, c'est ça le truc. Ce ne sont pas des contraires. Et ce que les gens me demandent souvent, ils disent, Greg, comment as-tu réalisé ce qu'ils perçoivent comme un bon quantique? Je suis un scientifique, un professionnel, les pieds bien ancrés au sol, avec une formation solide en sciences de la vie. Et je travaillais dans l'industrie au moment où les ordinateurs ont vraiment commencé à devenir populaires. À la fin des années 60, début des années 70 et tout au long des années 80, les ordinateurs existaient déjà, mais ils avaient la taille d'une pièce entière et étaient en cours de miniaturisation pour tenir sur ce que nous appelons aujourd'hui un bureau ou un ordinateur portable. Et donc, j'avais une très solide expertise en mathématiques, physique et informatique. Mon parcours était varié, solide et diversifié, ce qui me donnait la possibilité de m'appuyer sur plusieurs disciplines scientifiques de l'époque. Lorsque j'étais étudiant, c'était dans les années 1950. On nous enseignait que les sciences étaient toutes compartimentées. Ainsi, les mathématiques et la physique étaient en quelque sorte un langage commun. Mais vous mainteniez la biologie à part de la géologie, distincte de la chimie. Et la vérité, c'est que le monde ne fonctionne pas ainsi. Il existe simplement un seul monde. Il y a la nature et elle ne reconnaît aucune frontière. Alors, il ne s'agissait pas tant d'un bon quantique que d'une progression logique et graduelle dans la compréhension des sciences. Et quand on aborde le sujet de la spiritualité, la vérité réside dans le fait que les gens ont attribué des définitions à la spiritualité qui limitent notre compréhension de celle-ci. La véritable définition de la spiritualité, c'est qu'elle concerne avant tout les relations, et notamment notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec la Terre, avec le passé, avec l'avenir, avec Dieu, avec les autres individus. Et ces relations sont toutes précisément définies par les sciences. Donc, il était tout à fait logique pour moi, en utilisant un prisme scientifique, d'explorer ces connexions. Et je pense qu'il n'y avait un grand moment de révélation, mais je dirais que beaucoup de personnes de ma communauté sont au courant de cela. Au cours des années de la guerre froide, on a requis mes services en tant que géoscientifique pour mon expertise. Et en travaillant dans le domaine de l'informatique, et cela m'a donné une place au premier rang pour être témoin des horreurs qui se déroulaient pendant la guerre froide, quand l'ancienne URSS et les anciens États-Unis, parce que ce n'était pas la même chose. C'est un pays très différent maintenant. Quand ces deux superpuissances étaient sur le point de commettre l'impensable avec des armes nucléaires, c'était une période absolument insensée et terrifiante. Et mon sentiment a toujours été, Alex, que
Si nous savons où chercher dans le passé et comment interpréter correctement la sagesse des civilisations anciennes, nous pourrions alors trouver la clé, celle qui nous aiderait à transcender les différences qui nous séparent et qui ont conduit à des conflits, tels que la guerre froide dans laquelle j'étais impliqué. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu consacrer mon temps et mes efforts à découvrir ce que nos ancêtres connaissaient et que nous avons depuis oublié, ou ce qu'ils comprenaient et que nous commençons seulement maintenant à saisir pleinement, qui pourrait nous assister dans la création du type de monde. En réalité, ce que nous savons être possible dans nos cœurs, la spiritualité et la science, me semblait constituer une voie raisonnable. Donc, c'est une réponse assez longue à une question plutôt brève, mais c'est en quelque sorte comme ça que les choses se sont déroulées. C'est vraiment savoir, plus j'ai étudié au fil des années d'art. Et je suis tout simplement passionné par l'histoire, par les civilisations anciennes. J'ai visité de nombreux sites au Mexique. Je suis allé à Chichen Itza, je suis allé à Tulum, et là, tu t'assois et tu es juste, comme à Chichen Itza, tu t'assois juste là et tu contemples cette création qui inspire le respect et comment il était possible que certaines sociétés agricoles anciennes aient construit des édifices semblables, des constructions que nous, dans notre monde moderne, aurions du mal à même envisager de réaliser, tout au long de vos investigations et de votre expérience accumulée au fil des années. C'est une vaste question, mais dans les civilisations anciennes, il semble simplement la technologie soit qui a été apportée depuis les grandes pyramides jusqu'à... C'est laquelle la nouvelle? Pas Kokop, celle qu'ils viennent de découvrir en Turquie? Göbekli Tepe, Göbekli Tepe. C'est Sitne qui commence à réécrire l'histoire. On se dit, attendez une minute, cela remonte à 12 000 ans, soit précisément 12 000 ans, la fin de la dernière période glaciaire, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Les chasseurs-cueilleurs ne pouvaient pas simplement se réveiller un matin et construire tout ça, n'est-ce pas? Alors, quelle est votre opinion sur le sujet? Sommes-nous en quelque sorte devenus dégénérés et étions-nous dans le passé à un stade un peu plus avancé? Je veux dire, si l'on se réfère aux yugas et aux concepts présents dans les textes sacrés hindous qui évoquent des cycles de 24 guinées, il semble que nous ayons déjà atteint un niveau supérieur d'existence, phénomène sociétal et intellectuel, et nous commençons à régresser. En observant autour de nous, on dirait que nous avons dégénéré. J'aimerais simplement connaître votre avis. Bien entendu, nous sommes face à une question très large et d'une grande importance. Par conséquent, permettez-moi de prendre un peu de recul afin de mieux contextualiser cette question. C'est une bataille qui se déroule dans notre monde actuellement, qui se joue sur de nombreux niveaux différents. C'est une bataille pour nos convictions. Ce que nous croyons, surtout, ce que nous croyons sur le changement climatique, sur la pandémie, sur la 5G, sur les chemtrails, toutes ces choses, il y a une bataille pour nos pensées. Et cette bataille se déroule chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, à travers les flux d'actualité des médias traditionnels qui nous poussent à adopter une manière de penser qui soutient des agendas très spécifiques. Il y a une bataille qui se joue dans la salle de classe, en termes de manuels scolaires et les leçons apprises, notre identité et nos origines. Et cette lutte se poursuit sur ce que l'on désigne communément. Eh bien, c'est notre histoire, l'histoire de notre passé. Mais tout cela, selon mon expérience, à mon avis, est en fait un masque pour un conflit bien plus profond. Une véritable bataille pour notre humanité même est en cours. Notre essence humaine est en jeu, alors que des technologies avancées sont envisagées pour substituer notre biologie. Ainsi, de l'intelligence artificielle à des produits chimiques dans notre sang, des puces dans notre cerveau, des capteurs sous notre peau, tout cela fait partie de notre réalité. Il y a donc une lutte sur la façon dont on nous a appris à nous percevoir. Et cette bataille se livre avec acharnement pour préserver ce qu'on appelle le modèle standard. Selon ce modèle, nous venons d'un univers mort, un univers inerte. Le Big Bang serait un pur hasard. On parle de physique chanceuse et que nous sommes le fruit de mutations génétiques aléatoires. La biologie chanceuse, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, et que la civilisation a commencé dans un état primitif et a évolué lentement, progressivement, sur de longues périodes. Tout cela fait partie du modèle standard pour lequel on se bat. Le problème, Alex, ce sont les données. En tant que scientifique, je peux te regarder droit dans les yeux, toi et nos téléspectateurs,
et te dire cela franchement, sans la moindre hésitation. Les données actuelles ne corroborent pas le modèle standard de la physique. À présent, les données nous révèlent que l'univers semble être vivant. Il fonctionne comme un être vivant. Il prend des décisions intelligentes. Lorsqu'une étoile est sur le point d'exploser et peut endommager d'autres systèmes stellaires ou d'autres systèmes solaires, il modifie leur trajectoire pour éviter l'énergie qui se dégage. Les télescopes spatiaux Hubble et James Webb ont capturé des étoiles en explosion, un phénomène jamais observé auparavant. Si cela avait été un événement isolé, on aurait pu parler de hasard. Cependant, ces explosions stellaires se répètent, laissant penser que l'univers pourrait être une entité consciente et vivante, semblable aux humains. Il est important de souligner l'absence de preuves concrètes soutenant la théorie de l'évolution enseignée dans nos écoles, qui postule que nous descendons de formes de vie primitives, des créatures moins développées que nous. C'est de la spéculation, c'est théorique, et maintenant, les études sur l'ADN nous disent que nous sommes apparus mystérieusement il y a environ 200 000 ans. Nous pouvons maintenant extraire l'ADN de formes de vie anciennes et comparer leur génome au nôtre. Et cela nous indique néandertaliens. Nous ne descendons pas des néandertaliens. Nous partageons de l'ADN parce que nous nous sommes croisés avec eux. Disons que nous avions des petits amis et petites amies néandertaliens, et certains disent que c'est toujours le cas. J'allais dire certaines personnes. J'en ai rencontré beaucoup, monsieur. Ouais, j'étais à un événement il n'y a pas longtemps. J'ai prononcé ces mots et la femme qui était assise au premier rang a réagi. Elle a dit « Je le fais toujours ». Et le type qui était assis juste à côté d'elle, lui, il ne riait pas du tout. Alors, je me dis que c'était probablement vrai. Je le voyais se dérouler en temps réel. Ainsi, le but de tout cela est de démontrer que les preuves ne corroborent pas le modèle standard. Le modèle standard nous enferme dans un sentiment d'impuissance et de séparation d'avec notre monde, nous rendant vulnérables aux conceptions d'autrui sur la façon de diriger notre vie. Quel type de société peut-on envisager lorsqu'on aborde la notion même de civilisation? C'est un phénomène récurrent. Lorsque j'étais sur les bancs de l'école, durant les années 50, 60 et au début des années 70, on m'a inculqué que la civilisation a vu le jour dans ce que l'on nomme le berceau de la civilisation, soit la vallée de l'Indus. Il y a de cela environ 5000 ans, ainsi que dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Cette conception a été depuis lors totalement révisée, bien qu'elle soit encore enseignée dans les cursus scolaires traditionnels. Nous sommes désormais conscients qu'il n'existait pas un unique berceau de civilisation, mais plutôt 6 berceaux de civilisation qui ont émergé simultanément. Parmi eux, la région du Tigre et de l'Euphrate. L'Égypte en avait un et il y en avait également un en Mésopotamie, ainsi qu'en Chine. Un en deux, dans le nord du Pérou. Elle était connue sous le nom de civilisation Caral. La Mésoamérique était aussi l'une de ces civilisations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles avaient toutes des technologies similaires et elles avaient toutes les technologies pyramidales, elles les avaient toutes les cosmologies qui nous informent sur des vérités concernant notre système solaire et notre galaxie, la Voie lactée, que nous n'avons redécouvert qu'au XXe siècle. Et certaines de ces connaissances remontent à des milliers d'années. Ils possédaient de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques. Et donc, on doit se demander d'où vient tout cela exactement. Comment tout cela a-t-il pu se produire? Et en tant que scientifique, ce que je dois dire, honnêtement, lorsque vous examinez les données et que vous observez la manipulation génétique qui a dû se produire pour que nous soyons ce que nous sommes, le chromosome humain numéro 2 est très bien documenté comme étant le résultat d'une fusion. Un chromosome issu d'une fusion et d'une manipulation génétique qui ne peut pas se produire dans des circonstances naturelles. Et il est responsable de notre capacité à éprouver de l'empathie et de la sympathie. L'autorégulation biologique est fascinante. Elle explique pourquoi notre cerveau est 50% plus grand que celui des primates proches. Cette particularité est due à un élément génétique précis, le chromosome 7. Et la raison pour laquelle nous possédons un langage complexe et pourquoi vous n'entendrez jamais un chimpanzé prononcer Led Zeppelin Stairway to Heaven, car leur chromosome 7 ne présente pas les mutations que le nôtre possède. Les nôtres ont tous subi des mutations simultanément, de manière rapide, au cours d'une même période bien définie, et non de façon lente et progressive sur de longues échelles de temps. Les scientifiques sont conscients que de tels événements ne peuvent pas se produire sous des conditions purement naturelles. Par conséquent, en tant que scientifique, je suis contraint de reconnaître qu'il semble qu'une forme d'intervention ait eu lieu dans notre histoire évolutive. Il y a environ 200 000 ans, et c'est un point sur lequel les scientifiques s'accordent. Ainsi, notre apparition remonte à 200 000 ans, et sur ce fait, il n'y a pas de débat. La véritable interrogation est d'où venons-nous exactement?
C'est précisément sur cette question que la controverse demeure, quant aux civilisations qui nous ont été enseignées dans le passé. On nous a longtemps enseigné que la civilisation avait émergé il y a environ 5000 ans. Ce que nous comprenons maintenant, c'est que ces 5000 ans ne représentent que le cycle civilisationnel le plus récent. Notre connaissance historique est principalement basée sur ce cycle. Cependant, il y avait un autre cycle avant celui-ci. C'est dans ce contexte plus ancien que l'on découvre des lieux tels que le golfe du Cambay en Inde. À 36 mètres sous l'eau repose une ville de 9500 ans, mesurant 5 km de long sur 8 de large, évoquant la cité mythique décrite dans la Bhagavad Gita, longtemps considérée comme une fable. Plus loin, au sud du Pérou, se trouve un site de corail effondré, datant d'une époque où l'on croyait que la civilisation naissait. Ce corail s'est écroulé il y a 5000 ans, mais son histoire remonte à 2000 ans avant cet événement, ouvrant une fenêtre de 5000 ans sur notre passé. Göbekli Tepe, avec ses révélations, remet en question notre compréhension de l'histoire humaine. En Antarctica, la fonte des glaces dévoile des structures archéologiques complexes, révélées par les satellites qui ajoutent un chapitre fascinant à notre histoire ancienne et sous la glace. Cette couche de glace existe depuis 20 000 ans. Alors, qui donc pouvait construire de telles choses il y a 20 000 ans? Cela nous amène à considérer un troisième cycle, celui-ci d'une durée de 5 000 ans, et ces cycles nous sont étrangement familiers. Ils correspondent à des périodes de 525 ans que l'on désigne souvent comme de grands âges ou ères du monde, qui constituent le calendrier mésoaméricain. Beaucoup de gens l'appellent le calendrier Maya, qui sont largement influencés par le changement climatique et par la position de la Terre dans l'espace par rapport au Soleil. La Terre exécute une danse, donc c'est une inclinaison, un angle et un vacillement que la Terre effectue régulièrement. Les cycles de Milankovitch, c'est ainsi qu'on les nomme en termes géologiques, et cela entraîne une grande partie des changements. Nous regardons donc en arrière vers les civilisations d'avant l'ère glaciaire. Il y a bien plus de 20 000 ans à partir d'aujourd'hui, et le modèle standard tient bon face à cela. En tant que scientifique, je peux expliquer ce qui arrive lorsqu'une découverte est faite. Alex, cela ne cadre pas avec le modèle établi, que ce soit en matière d'évolution humaine ou de l'essor des civilisations. Pour la planète, si une découverte ne correspond pas aux attentes ou aux théories établies, on la qualifie d'anomalie. Ensuite, mais ces anomalies sont mises de côté, accumulées dans une pile pour être réexaminées plus tard. Cependant, ce qui se passe actuellement, c'est que cette pile d'anomalies a pris une ampleur telle qu'elle commence à remettre en question et à réécrire l'histoire telle que nous la connaissons traditionnellement. Alors, j'ai des amis universitaires, enfin amis jusqu'à notre conversation. Nous ne parlons pas pendant un moment. Et je leur ai demandé, j'ai dit, eh bien, pourquoi ne pouvez-vous pas enseigner cela à vos étudiants? Pourquoi ne pas tout partager avec nos jeunes? Donnez-leur les anciennes idées, donnez-leur les nouvelles découvertes et laissez-les comprendre par eux-mêmes. Et ce que c'est en particulier un homme qui est professeur dans une université bien connue, il a dit, vous savez, nous allons laisser cette bataille à la prochaine génération de professeurs. Il a dit qu'il y a une nouvelle génération de professeurs d'université. Nous allons leur laisser affronter ce modèle standard parce que nous ne voulons pas changer les livres. Nous ne voulons pas modifier ce que nous avons enseigné pendant 40 ou 45 ans. Alors voilà le résultat final, c'est que nous avons une génération de jeunes maintenant qui sont dévoués et qui veulent vraiment résoudre les problèmes que nous leur avons laissés. Mais nous leur demandons de résoudre ces problèmes avec la même manière de penser que celle avec laquelle nous les avons créés. Nous ne partageons pas les nouvelles informations. Alors, bien sûr, ça change, mais très lentement. Donc, c'est une réponse étendue à une question simple, mais je pense qu'il faut dire qu'il y a eu intervention. Et tous les indices, en regardant les preuves ADN, indiquent que, par des manipulations génétiques, des preuves culturelles, cela s'est produit. Dans chaque tradition autochtone étudiée, Alex, aucune ne mentionne une évolution progressive. Toutes soutiennent que nous sommes le fruit de créations soudaines ou d'événements extraordinaires. D'une très vaste communauté cosmique, nous entretenons des liens qui s'étendent bien au-delà de ce monde terrestre. C'est un fait admis par tous, des Tibétains aux chamans du Yucatan, et sans aucun doute aussi dans les ondes. Ça, les traditions des peuples autochtones à travers les Amériques, elles le confirment toutes. Ce sont là les preuves culturelles, les preuves archéologiques. Je suis consultant. En tant que géologue et linguiste, je suis consultant sur plusieurs projets archéologiques qui commencent à révéler maintenant des preuves archéologiques représentant des relations directes entre les peuples de la Terre et des êtres venus d'au-delà de la Terre.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces artefacts archéologiques, il y a des cartes de notre système solaire qui montrent des anneaux autour de Neptune, par exemple, dont nous ignorions l'existence des anneaux jusqu'à assez tardivement au cours du 20e siècle. Et il montre, bien sûr, les anneaux autour de Saturne et aussi les anneaux autour de Jupiter. Il montre les tailles relatives, il montre les lunes des différentes planètes de notre système solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le présente comme si vous arriviez de l'extérieur, plutôt que de quitter la Terre en partant de notre système solaire. Et on doit se demander d'où vient tout ça. Et si vous en voyez un ou deux, on pourrait dire peut-être que c'est un coup de chance. Nous parlons littéralement de centaines d'artefacts qui représentent les mêmes choses, mais avec des différences subtiles. Ils l'ont enregistré sur divers supports. La majeure partie de ces inscriptions est gravée sur de la pierre, c'est ce que nous constatons. Ainsi, nous disposons de preuves archéologiques, de preuves génétiques, ainsi que de preuves culturelles, et encore des preuves archéologiques, étant donné que ces sites archéologiques ont été datés à présent de 25 à 30 000 ans avant notre ère. Nous évoquons une époque remontant à l'ère glaciaire, voire pré-glaciaire. Et rien de cela ne cadre avec le modèle standard. Rien ne corrobore l'histoire enseignée. C'est ce que je sais. Mon ami Graham Hancock en a discuté. Nous sommes présents ici depuis un temps très long, mais je crois que ce qui se déroule actuellement, c'est que le monde est en train de changer et nous faisons face à des défis et des problèmes que nous ne pouvons résoudre qu'en étant sincères sur notre véritable identité. Les données à présent soutiennent une nouvelle narration de l'histoire humaine. La question est donc, nous aimons-nous suffisamment et aimons-nous assez le monde pour embrasser ce que les preuves révèlent? Les données nous soutiennent dans une nouvelle histoire humaine. La question est, aimons-nous assez, aimons-nous suffisamment le monde pour écouter les preuves et les suivre, plutôt que de les forcer dans une histoire préexistante où elles ne correspondent pas? C'est l'effort spirituel requis de nous tous actuellement. Et cela est véritablement fascinant parce que je crois que ce qui est en train de changer, et je ne pense pas uniquement dans le domaine dont nous discutons, mais également dans le domaine de la spiritualité, dans la religion, dans tant de domaines différents, les informations qui étaient autrefois protégées par des gardiens sont désormais libres et accessibles. Je veux dire, la nouvelle série de Graham Hancock, qui vient tout juste de sortir sur Netflix, Pour l'amour du ciel, va être vue par des millions et des millions de personnes et va ouvrir des conversations. Des émissions comme celle-ci diffusent l'information. Et la jeune génération regarde des émissions comme celle-ci, regarde des émissions comme celles de Graham et des livres comme les vôtres et ceux de Graham et d'autres, leaders dans ce domaine, et ils se mettent simplement à poser des questions. Regardez, la preuve, c'est que nous avons des gens comme vous qui consacrez désormais votre vie en prenant tout ce que vous avez appris dans votre secteur d'activité précédent et vous l'appliquez à un nouveau domaine où nous pouvons partager des informations comme celle-ci. Et il y a une nouvelle génération. Je me souviens, je connais Graham depuis longtemps. Nous travaillions en Égypte en même temps sur des projets différents. Je me souviens d'être en Égypte quand lui et Robert Bouval et d'autres ont été bannis du plateau de Gizeh à cause de leur découverte qui allait à l'encontre des théories établies. Ce qui était enseigné sur l'histoire et l'archéologie égyptienne. Ils étaient exclus de ces sites et il faut se souvenir que c'était un monde complètement différent. C'était vraiment un autre monde. Nous sommes chanceux d'être ici pour relier ces mondes. Une nouvelle génération de jeunes se passionne pour ces sujets, qui se demandent quel est le problème? Allons-y. Explorons ensemble ce qui est réellement vrai. C'est pourquoi c'est une période si excitante actuellement. Maintenant, j'aimerais vraiment entendre votre avis sur un sujet dont je sais que vous avez déjà discuté. Le concept, qui n'est peut-être pas si nouveau, de la théorie de la simulation. J'ai déjà eu l'occasion de recevoir quelques scientifiques pour en parler. Et je dois dire que cela continue de me fasciner énormément. Rapidement, si vous expliquez ce qu'est la théorie de la simulation, mais vraiment rapidement. Mais le concept général reste perturbant. De nombreuses idées soulevées par la physique quantique commencent à ébranler l'établissement scientifique traditionnel. Lorsque la physique quantique a fait son apparition, elle a été presque entièrement rejetée. On lui a fermé la porte et, selon mes connaissances, il n'y a pas eu de progrès majeur dans le domaine de la physique quantique depuis l'année 1918. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'elle se rapproche de plus en plus des enseignements anciens présents dans des textes spirituels tels que les Védas. Je veux dire par là que certains concepts énoncés dans les Védas sont maintenant reconnus et acceptés par la communauté scientifique qui dit ah oui, effectivement, c'est possible. Maya, qui est la théorie de la simulation? Alors, j'aimerais entendre ce que vous en pensez. Eh bien, c'est une grande conversation.
Puis-je mentionner le nom d'une autre série de vidéos sur votre? Bien sûr, bien sûr. Donc, pour ceux parmi les auditeurs qui connaissent Gaia, Oui, absolument. société de production, j'ai réalisé l'intégralité de la série intitulée Longueur manquante, saison 2, qui était entièrement dédiée à cette conversation. Si ma mémoire est bonne, il y avait 13 épisodes au total. Pour résumer, la série traite de ce que l'on appelle la question interdite dans le domaine de la physique. Et cette question fondamentale est, vivons-nous dans une réalité virtuelle ou bien dans une réalité qui est simulée par ordinateur? Et beaucoup de gens diront, eh bien non, tout ici est réel. Et la question est, si vous étiez dans une simulation, comment le sauriez-vous que c'est une simulation si c'est tout ce que vous avez toujours connu? Et l'idée n'est pas nouvelle. Elle a été proposée pour la première fois dans les années 1940. L'idée que nous pourrions vivre dans une simulation existait déjà. À cette époque, réalité virtuelle n'était pas un terme courant, mais le concept de simulation l'était. Et les premiers ordinateurs étaient construits à l'époque. On se demandait, est-il possible que nous soyons le produit d'une civilisation avancée, ou peut-être que nous sommes la civilisation avancée et que nous nous sommes placés dans une simulation pour apprendre quelque chose. C'est le but d'une simulation, c'est d'apprendre quelque chose, dans un environnement immersif, pour apprendre quelque chose dans cet environnement dont vous aurez besoin lorsque vous irez ailleurs. Alors quand vous regardez les traditions anciennes, chacune d'entre elles dit que ce monde n'est pas réel. Elles disent « nous vivons un rêve où nous vivons ». Vous avez parlé des traditions hindoues. Cela s'appelle le Maya. Le Maya est le rêve. Les traditions chrétiennes disent que ce monde est transitoire. Nous venons d'ailleurs. Nous sommes ici pour apprendre quelque chose et ensuite nous partirons. Notre séjour ici ne sera pas de longue durée. Nous irons ailleurs. De nombreuses traditions soutiennent cette notion, bien qu'elle ne soit pas fondée sur la science. C'est en 1991 que la science commence à devenir réellement captivante. Nick Bostrom. Je ne savais pas que nous allions avoir cette conversation. Donc, je fais tout cela de mémoire sur le vif. Mais c'était Nick Bostrom. Celui-là a rédigé le premier article et en fait, c'était une thèse de doctorat qui posait la question « Vivons-nous dans une réalité simulée ?» Et maintenant, vous pouvez obtenir un diplôme de deuxième cycle en explorant la question de savoir si nous vivons ou non dans une simulation. Mais il a écrit un article et il a créé un algorithme très complexe, intégrant de nombreuses variables de la vie quotidienne. Et si vous regardez l'horloge, nous avons encore du temps. C'est une bonne conversation. Savourez ceci. Pour la première question, j'ai répondu très longuement, pas vrai? Je ne vous ai guère laissé de temps pour parler, donc je suis prêt à poursuivre. Je l'apprécie vraiment. Oui, je vous suis reconnaissant. Alors, ce que Bostrom a fait, c'est qu'il a créé cet algorithme, il a intégré toutes ces variables de la vie quotidienne et l'algorithme est revenu et a annoncé les probabilités sont bien plus élevées que nous vivions dans une réalité simulée que c'est ce qu'on nomme une réalité fondamentale. Stephen Hawking s'y intéressait profondément avant son décès. Il proclamait que c'est la question essentielle que nous devons nous poser. Vivons-nous dans une réalité de base ou existe-t-il une autre réalité de base ailleurs et nous serions l'une des nombreuses simulations? Alors, en y réfléchissant bien, cela a vraiment du sens parce que nous sommes dans une simulation qui en bénéficie de la simulation. La réponse réside dans les individus présents au sein de la simulation, car ce sont eux qui acquièrent des connaissances. En examinant les propriétés d'une simulation, que ce soit un simulateur de vol pour apprendre aux pilotes à piloter, ou un simulateur d'amarrage permettant à SpaceX de s'arrimer à la station spatiale, ou un simulateur pour que vous puissiez installer des panneaux solaires à la surface de Mars, il faut savoir comment le faire avant d'y arriver. Toute simulation possède un commencement et également une conclusion. Chaque simulation fonctionne selon des règles précises. Bon, si vous suivez ces règles, la simulation deviendra beaucoup plus simple pour vous. Chaque simulation s'appuie sur des cycles répétitifs. L'ordinateur va créer des cycles temporels ou des cycles d'expériences variés qui se répètent dans la simulation. Chaque simulation, c'est vraiment intéressant. Chaque simulation possède un moyen pour ceux qui sont dans la simulation de communiquer au-delà de la simulation lorsqu'ils ont besoin d'aide. Donc, si vous êtes dans un simulateur de vol, vous avez des vents contraires et vous dites « Hey mec, vous êtes à la radio en train de parler à quelqu'un qui n'est pas dans votre simulateur. » Alors quand vous comparez cela à ce que nous vivons actuellement, l'univers a eu un début et en utilisant les mathématiques, nous sommes capables de prédire quand il prendra fin.
Le système solaire et la vie sont marqués par des débuts et des conclusions. Nous avons des règles qui nous ont été léguées par nos ancêtres il y a bien longtemps. Et si nous suivons ces règles, la vie devient beaucoup plus facile. On nous dit tous que c'est un rêve, une illusion ou un maya. Et quand nous sommes en difficulté, au lieu de demander de l'aide à quelqu'un dans la même situation, on nous a enseigné que nous avons la capacité, au sein de notre conscience, de transcender la simulation, d'invoquer notre moi supérieur, qui pourrait être vous, votre propre moi supérieur, en dehors de la simulation que vous communiquez avec, ou de demander à Dieu, qui pourrait être l'architecte du simulateur, ou de demander à vos ancêtres qui sont décédés, qui sont désormais assis à l'extérieur de la simulation. Et ce qui nous paraît être une existence de 100 ans pourrait en fait être 10 minutes dans une simulation. Notre existence entière, ainsi que notre perception du temps, pourrait ne s'étendre que sur une durée de 10 minutes. Il se pourrait que nous soyons la création d'une civilisation extrêmement avancée et technologiquement raffinée, une civilisation ancienne qui aurait fait face à un certain problème. Ce problème spécifique, cela pourrait se refléter dans la simulation, soit comme une catastrophe écologique, soit comme une guerre. Peut-être vivons-nous dans un monde où nous sommes sur le point de nous autodétruire par la guerre, et nous sommes tous dans la simulation, nous demandant s'il existe une autre voie. Et si c'était vrai, il serait logique qu'il y ait plusieurs simulations. Et la physique nous dit maintenant que la théorie des multivers. Ainsi, de nombreux éléments issus de diverses langues semblent nous suggérer qu'ils tendent tous à converger vers une idée commune. J'étais juste sur le webinaire plus tôt aujourd'hui et il y avait un physicien avec qui je parlais qui nous expliquait que, en gros, nous sommes à 99, 99 et il a continué jusqu'à 6 chiffres après la virgule de l'espace vide. Il n'y a pas grand-chose en nous ici. Et c'est exactement comme cela que vous imagineriez qu'un ordinateur fabrique un avatar dans une simulation. Donc, un des points captivants que Elon Musk avance en affirmant avec assurance que nous sommes dans une simulation, c'est que nous avons des ordinateurs depuis seulement 60 ou 70 ans et nous sommes déjà en train de construire et des environnements qui sont essentiellement indiscernables de la vie quotidienne. Vous allez à Disney et vous voyez ça à grande échelle. Vous entrez dans certaines de ces pièces, tout est généré par ordinateur et ça paraît incroyablement réel. Vous ne voyez pas la différence. Que pourrions-nous accomplir en tant que civilisation si nous avions eu des ordinateurs depuis 5000 ans, une durée qui n'est rien dans une simulation, à quel point nos simulations seraient-elles réalistes? Et puis, en observant les thèmes qui se déroulent dans notre monde actuel, notamment le thème prédominant du bien contre le mal et la capacité, pour que nous trouvions une qualité d'amour en nous qui transcende la douleur, la souffrance et le mal que nous rencontrons autour de nous. Peut-être est-ce précisément le thème central ici, car nous avançons vers un monde où il est essentiel de comprendre ces aspects, donc nous pourrions poursuivre cette équité indéfiniment, mais en fin de compte, c'est la science à présent. Une nouvelle expérience a été réalisée en 2014 qui se manifeste. Je veux dire, cela devient réellement incroyable. Lors d'expériences, un objet n'existe réellement que s'il est observé. S'il n'est pas observé, il n'est tout simplement pas là. C'est pour cela que c'est si important. Parce que dans un ordinateur, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, la capacité de traitement ne permet pas de maintenir une ville entière dans la mémoire, car cela occuperait trop d'espace. Ainsi, c'est uniquement quand vous déplacez dans une certaine partie de la ville que les murs et les bâtiments apparaissent et deviennent invisibles. Et si personne n'est là, vous n'avez pas besoin de ça. Ce que montrent les expériences, c'est dans notre laboratoire de physique. Les simulations montrent que les choses n'existent que lorsqu'elles sont observées. Si elles ne sont pas observées en tant que particules, puis elles deviennent des ondes. C'est toujours de l'énergie, mais c'est l'observation, l'interaction, qui fait s'effondrer les ondes en particules que nous appelons réalité. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent nos ordinateurs avec les simulations aujourd'hui. Alors c'est une grande question. C'est une grande question. Non, c'est réellement fascinant. Je veux dire, j'entends parler de plus en plus souvent de ces choses. Toutes ces informations apparaissent progressivement, comme si elles s'égouttaient lentement. Pour le grand public, pas seulement le milieu universitaire, commencer à digérer et à comprendre. Je veux dire, Matrix a été le grand changement de paradigme qui nous a fait commencer à penser, attendez une minute, sommes-nous dans une simulation? C'était la première fois que cela entrait dans l'ère du temps. La particularité de Matrix résidait dans son thème. Ce que Matrix dévoilait, c'est l'existence d'un monde invisible qui exerce une influence sur le monde visible.
nous coexistons désormais avec ces deux mondes. Les combats spectaculaires à la Hollywood et autres éléments étaient là pour donner du spectacle. Cependant, le thème essentiel, c'est ainsi qu'une philosophie naissante parmi les scientifiques propose que la conscience s'auto-informe à travers les œuvres qu'elle produit. C'est-à-dire, je rédige un livre, tandis qu'un artiste peint une toile ou façonne une sculpture. Hollywood produit des films. D'où viennent ces idées? Cette philosophie affirme que ces idées émergent parce que nous, en tant que conscience collective, nous nous invitons à nous souvenir de quelque chose à propos de nous-mêmes. Et l'une des manières de le faire est à travers ce que nous appelons le divertissement. Mais le divertissement nous révèle en réalité quelque chose de très important sur nous-mêmes. Cette philosophie s'applique également à la technologie. Elle affirme que toute la technologie que nous avons construite, aussi complexe soit-elle, reflète quelque chose que nous faisons déjà en nous. Et je viens de réaliser un programme entier basé sur ce principe. En tant que scientifique, je dois dire que c'est vrai. Je n'ai encore vu aucune technologie dans le monde extérieur qui ne reproduise pas ce que nous faisons déjà dans nos cellules, de la construction d'Internet à la manière dont l'information est stockée sur une puce, même la technologie blockchain, qui va désormais révolutionner la façon que la finance et l'argent représentent pour nous dans notre monde. La blockchain imite la manière dont les informations sont stockées dans le génome. Dans le génome, il existe un registre transparent et inaltérable de chaque transaction génétique qui a eu lieu, menant jusqu'au moment présent, jusqu'au génome actuel. C'est là la beauté de la technologie blockchain, car c'est un registre transparent et inaltérable de chaque transaction numérique qui a jamais eu lieu. Ainsi, il ne peut pas être manipulé comme le peuvent l'être les systèmes financiers actuels. Les systèmes financiers centralisés le sont et des choses similaires existent. On dirait que la technologie qui promet de nous libérer des chaînes de la peur et de l'avidité sur le plan financier reflète la façon dont nous stockons les informations dans les cellules de notre corps. La conscience s'informait et se développait à travers ses créations. Ainsi, la simulation pourrait nous révéler la même chose, peut-être notre capacité de simuler sur un ordinateur un jeu complexe. Nous pourrions nous rappeler, grâce à cela, que nous vivons peut-être cela dans nos propres vies. Et si c'est le cas, alors à combien de niveaux de cette simulation existons-nous? Où est notre réalité de base? C'est une autre conversation que nous pourrions avoir, je pense. Je me dois de vous poser la question car je viens tout juste de l'apprendre. Ce site archéologique situé en Turquie, le Göbekli Tepe, je n'arrive pas à prononcer. Un site de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, ça change complètement la donne pour le récit des civilisations anciennes. Cela remet totalement en question la chronologie de tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent dans notre échange. Cela jette toutes nos références par la fenêtre. Pourriez-vous expliquer de manière succincte à tout le monde en quoi cela consiste et ce qu'ils ont mis au jour là-bas? Oui, effectivement, c'est un très bel exemple. Mes lèvres sont sèches. J'ai enchaîné les interviews toute la journée. Je suis reconnaissant. Ouais, et je m'enfonce. Baissez ma chaise. Il faut que j'ajuste cette chaise ici. C'est l'exemple parfait de l'endroit où le récit erroné de la science désuète qui était maintenu dans les salles de classe a porté préjudice à la connaissance dans le passé. C'est un exemple parfait, car Göbekli Tepe consiste en des monticules anciens qui ont été découverts dans la région méridionale de la Turquie. Ils ont été mis au jour. Un archéologue américain est à l'origine de cette découverte importante. Après avoir daté ces objets, il a établi qu'ils dataient de plus de 10 000 ans avant notre ère. Et il avait appris, tout comme nous l'avions tous fait, que la civilisation a commencé il y a à peu près 5 000 ans, avoir une date 2 fois plus ancienne. Il a dit, bon, il y a un problème avec les machines. Il s'est détourné de la découverte de sa vie, et ce n'est que lorsqu'un archéologue allemand s'est rendu sur le même site et qu'il a cru aux données. Et il a dit très célèbrement, il a dit, si je ne pars pas, tout de suite, il a dit, je passerai le reste de ma vie ici. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il est mort. Je pense que c'était en 2000. Je crois qu'il est décédé en 2017 ou peut-être en 2018, directement sur le site. Alors, Göbekli Tepe, c'est une série de sites avec des temples circulaires qui ont été délibérément enfouis par les habitants de cette période. Ils datent d'il y a 8000 ans. La raison pour laquelle ils ont été enterrés reste un mystère. Était-ce pour les préserver ou pour les cacher? Nous n'avons pas encore de réponse à cette question, et seulement quelques-uns ont été explorés. Ainsi, le radar à pénétration de sol suggère qu'il existe environ 20 des sites du temple.
Seulement quelques-uns ont été explorés. Et je pense un seul est principalement accessible au public pour le moment. C'est un site archéologique en exploration, mais maintenant, les analyses de datation indiquent qu'il a été inhumé il y a 8000 ans, ce qui est assez remarquable, bouleverse la chronologie. Mais maintenant, il remonte à plus de 13 000 ans avant notre ère. Cela pose problème pour deux raisons principales. Premièrement, c'est bien plus ancien que les 5000 ans attribués à la civilisation mésopotamienne. Mais deuxièmement, en tant que géologue, cela me fascinait car cela coïncidait avec la fin de la dernière période glaciaire, aux environs de 12 000 ans avant le temps présent. Et ensuite, il y a eu une période de climat instable pendant environ 4000 ans, quand les glaces ont fondu et que les grands déluges se sont produits sur la Terre. Nous pouvons le constater. Donc, si l'âge de glace s'est terminé vers 10 000 avant notre ère et que nous datons maintenant de 11 000 à 13 000, cela signifie que ces structures ont été soit construites pendant l'âge de glace, ce qui est peu probable, soit elles ont été construites avant l'âge de glace, puis la glace. Et tous ces autres événements se sont produits qui ont contribué à les recouvrir. Ainsi, la vérité est que nous ne savons pas qui les a construites. Il semble également qu'il n'existe pas de traces écrites, et on observe cette situation encore et encore. Et depuis 40 ans, je guide des groupes de touristes dans le sud du Pérou. Le COVID a été la première fois en 40 ans que nous ne sommes pas allés au Pérou au moins une fois avec un groupe, et nous prévoyons d'y retourner en 2023. Les découvertes fascinantes dans les sites pré-Inca, comme à Tiwanaku et en Bolivie, et même dans certains des plus sites archéologiques de la vallée sacrée à Cusco, on ne trouve aucun document écrit. Cette absence est récurrente, comme à Caral, au Pérou. Pas de documents écrits, ou bien avait-il des documents écrits que nous n'avons tout simplement pas encore identifiés? Utilisait-il une forme de communication que nous commençons seulement maintenant à déchiffrer? Et si les preuves appuyaient cette théorie? Et voilà, c'est le début d'une nouvelle conversation. Göbekli Tepe représente un mystère tangible car il est impossible de nier ce que les preuves mettent en lumière. L'Antarctique remet en cause ces dates. Le hic, c'est que l'accès aux civils y est restreint. Toutefois, il y a un petit secteur sur la barrière de Ross où les civils peuvent faire une courte excursion d'une journée, mais l'intérieur de l'Antarctique reste interdit. Accès interdit. Qui est-ce qui empêche cela? Eh bien, voici l'intéressant retour aux années 1950, pendant les années de la guerre froide. L'Antarctique était en quelque sorte divisé. On disait que c'était un continent international n'appartenant à personne, pourtant simultanément. Les superpuissances de l'époque ont installé des bases militaires. La Chine a sa base, l'Amérique a sa base, la Russie a sa base. L'intérieur du continent, une fois que l'on a franchi la barrière de glace, semble être un désert. Il n'y a pas de glace là-bas et il doit être l'un des déserts les plus secs. Zéro humidité. C'est l'un des lieux les plus arides de toute la planète. Oui, absolument. En tant que géologue, cela me fascine énormément. Je pense que certaines des plus imposantes chaînes de montagnes pourraient se trouver sous cette glace, qui a une épaisseur d'environ 3 km et qui est présente depuis près de 20 000 ans. Avec le réchauffement climatique qui fait fondre la glace, les images satellites montrent des structures complexes, pas de simples cabanes sur pilotis. Lors de la chasse, des villages. Je veux dire, ce sont de grandes structures complexes et on pense qu'elles sont relativement intactes. Et soit quelqu'un les a construites dans la glace, soit elles étaient là avant la formation de la glace il y a 20 000 ans. Et il y a beaucoup de mystères autour de cela. Eh bien, vous venez de l'industrie du cinéma à Los Angeles. Vous avez probablement entendu parler de certaines de ces choses. Des équipes de tournage sont descendues là-bas et n'ont plus jamais été revues. L'une d'entre elles, très célèbre, venait, je crois, de l'UCLA, et c'était des jeunes, relativement. On ne sait pas ce qu'est devenue cette équipe de tournage. Les parents travaillant avec des organismes pour essayer de la retrouver. Donc, je pense que quoi que nous découvrions, quand cela sera révélé en Antarctique, ça va tout chambouler. Les datations de Göbekli Tepe seront complètement dépassées et tout cela nous révèle qu'une nouvelle histoire de l'humanité est en train de naître. Nous ne sommes pas uniquement ce que les récits du passé nous ont décrit, nous sommes bien davantage, infiniment plus que ce que les anciennes croyances nous ont fait croire. Plus nous comprenons profondément, plus nous sommes armés pour affronter les crises et les défis que la vie dépose sur notre chemin. Et plus nous nous connaissons en profondeur, moins nous appréhendons le changement. C'est essentiel, Alex, parce que le monde est en pleine mutation et les individus sont souvent conditionnés à redouter ce qui est nouveau de ce changement. Et cette peur les rend particulièrement vulnérables
aux idées d'autrui concernant ce que devrait être le monde. Nous avons besoin de changement. Je veux dire, je pense que le système financier mondial, par exemple, est en train de flancher et de s'effondrer sous son propre poids parce qu'il est insoutenable. Notre équation énergétique sur la planète est insoutenable dans sa forme actuelle. La façon dont nous produisons nos aliments n'est pas durable, surtout avec le changement climatique qui altère les conditions météorologiques locales. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà toutes les solutions aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. Nous les possédons depuis presque 70 ans. Nous avons les réponses technologiques pour l'énergie, pour l'alimentation, au climat, aux finances. Nous savons comment construire des économies basées sur le partage et la coopération plutôt que sur la rareté et la compétition, ce qui se déroule actuellement dans le monde. Nous savons déjà tout cela. Ce qui manque, c'est le leadership qui fait de ces choses une priorité et qui fait de la vie humaine une priorité dans nos vies. Et quand je parle de leadership, je ne parle pas de l'Amérique ou Chine, Russie ou autre, peu importe. C'est le leadership. Nous sommes tous leaders, tous leaders. C'est une question de mentalité. Sur nous-mêmes, ainsi que sur nos frères et sœurs qui partagent cette planète avec nous. Ensuite, il s'agit de la façon dont nous convertissons notre pensée en décisions politiques, financières et économiques. C'est vraiment très valorisant. Pour entamer une réflexion sur notre monde, il est essentiel de se pencher sur notre histoire. Alors, parlons de notre histoire. Aujourd'hui, nous avons examiné des thèmes qui transforment notre récit et qui nous proposent de nouvelles méthodes et de nouvelles motivations pour envisager différemment notre propre identité de façon marquante. Mais je pense qu'il est important de le faire avec bienveillance. Je pense qu'il est contre-productif de se mettre en colère. Nous pourrions l'être, et beaucoup de gens le sont. En tant que scientifique, voici comment je vois les choses, Alex. Je considère que nous sommes sur une grande courbe d'apprentissage et que nous avons fait des choix dans le passé en tant qu'individus et sociétés en fonction de ce que nous savions à l'époque. Nous ne pouvions pas savoir dans les années 1950 ce que nous savons maintenant sur l'ADN et la biologie et sur la production d'énergie. Ces anciennes idées, elles nous ont été utiles et nous ont menés là où nous sommes. Et maintenant, nous pouvons les laisser partir avec grâce. Plutôt que de lutter pour nous accrocher à des choses qui ne fonctionnent pas, adoptons les nouvelles technologies disponibles et la pensée innovante qui les rend possibles dans notre vie quotidienne. Et je pense que pour la première fois depuis longtemps, nous allons vraiment découvrir ce que cela signifie d'être humain dans ce monde magnifique qui valorise et exalte notre humanité. Et il est aisé de rester bloqué dans les menus détails de tout cela et de finir par s'irriter. Car étant donné l'état actuel du monde, je suis d'avis que nous bénéficierions davantage à laisser ces éléments constituer un vaste puzzle. En contemplant cette image d'ensemble, nous pourrions dire « oui, le monde d'autrefois est en train de changer. » Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons de nouvelles solutions. Nous obligent à penser de manière très, très différente à propos de nous-mêmes et de notre relation au monde. Et c'est pour cela que ces découvertes sont importantes. Je dois vous demander une dernière chose. S'il vous plaît, revenez. Je pourrais continuer à te parler pendant, allez, 5 ou 6 heures, mon ami. Je sais que tu es un homme occupé. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Mais je te suis vraiment reconnaissant d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir effleuré toutes ces énormes, ces monstrueuses questions que je t'ai posées. Donc, je te remercie pour ça. Mais je t'en prie, Rivians, mon ami, parce que cette conversation était vraiment formidable. Eh bien, merci. Nous appellerons cela la partie Greg et Alex. Je reconnais que c'est une conversation extrêmement importante que nous tenons là, et en tant que scientifique, je dois admettre que cela représente une manière de penser très différente. C'est différent de l'enseignement scolaire et des conventions de la communauté scientifique. Une lutte interne existe car l'ancien récit est confronté à des preuves qui le contredisent. Les scientifiques se demandent comment gérer ces contradictions et les intégrer. De plus, il y a des pressions économiques. Enseigner ces nouvelles découvertes pourrait menacer leur carrière. Certains risquent leur emploi en remettant en question le consensus établi. Fin du statut titulaire. Plus de titularisation. Je travaille avec de chers amis, dont le docteur Bruce Lipton. Oui, il sera présent dans l'émission de demain. Je pensais qu'il allait bientôt passer. Quand tu le verras, transmets-lui toute mon affection. Je le ferai. Nous venions juste de présenter ensemble à Paris, il y a 2 semaines. Nous étions tout juste sur scène ensemble. Il a démissionné de son poste permanent d'enseignant en biologie destiné aux étudiants en médecine parce que ses propres recherches ne soutenaient pas le contenu des programmes qu'il était censé enseigner. De plus, il n'avait pas la liberté d'enseigner selon les nouvelles découvertes qui aujourd'hui sont à la base de ce que nous appelons l'épigénétique, un domaine de pointe. Je suis convaincu qu'il vous en parlera avec enthousiasme. Donc, oui,
C'est à partir de là que, si nous suivons les preuves jusqu'à l'histoire, c'est elle qui mène. Je pense que c'est un monde nouveau, très stimulant, qui attend les jeunes, et je suis heureux que nous soyons là pour le voir se concrétiser. Mais encore une fois, tout se résume à notre histoire et à la manière dont on nous a appris à nous percevoir. Alors, merci d'avoir créé une plateforme pour que nous puissions partager ces idées et les explorer. Et c'est vrai, j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Alex. Je t'apprécie vraiment beaucoup, mon ami. Merci infiniment pour tout le travail acharné et les combats que tu mènes là-bas pour aider le monde, mon ami. Je t'apprécie du fond du cœur. Je t'en prie sincèrement, prends grand soin de toi. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.